And we are on air. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, un petit sondage pour commencer. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Déjà, dans quel mood vous êtes aujourd'hui? Les sondages sur la droite. Yes. Et ensuite, on aimerait savoir qui vous êtes. Donc, en gros, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et puis, bienvenue à tous. Comme ça, le temps que tout le monde arrive, on pose des petites questions. Voilà, ok. Alors, on a des graphistes, des illustrateurs, illustratrices, designers, UX, directrice artistique. Il y a un photographe pour l'instant. C'est qui? Est-ce que c'est toi, Cyril? Ouais, c'est moi, en fait. J'ai mis photographe. C'est vrai. Et oui, c'est vrai que je suis photographe aussi. On l'oublie souvent, mais... Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Oui, tu as beaucoup de casquettes quand même, Pauline. Oui, c'est vrai. Bonjour, bonjour. Alors voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits mots. Alors vous avez le chat, donc là vraiment échangez, réagissez. On vous enverra les liens aussi au fur et à mesure. Quand vous avez des questions, il est beaucoup mieux de les poser dans l'onglet questions qui est juste à côté. Comme ça nous permet de peut-être d'y répondre déjà, et puis que tous les participants puissent voter pour. Comme ça nous permet de prioriser les questions à poser à la fin. Donc, il y aura un petit moment spécialement pour ça. Voilà. Alors, donc voilà, là c'était l'explication de l'interface. Si vous ne connaissez pas, est-ce que vous avez participé déjà à certains Matu? Vous pouvez répondre dans le chat. Ou faire des petits, vous pouvez envoyer des petits émoticônes. Yes. Bon, très bien. Bon, bah, c'est cool. Merci les fidèles. Donc tout ça sera visible en replay. Alors, donc, Matu, qu'est-ce que c'est pour les nouveaux? Alors, c'est une petite émission qu'on fait depuis un certain temps déjà. Donc, on a imaginé ce format, en fait, avec Jérémy et Adobe pour, en fait, vous préparer à présenter davantage, enfin, présenter mieux, en fait, vos talents et, en fait, vos travaux, et de savoir mieux les sélectionner, savoir voilà, mieux les mettre en forme, mieux communiquer dessus. Et en fait, c'est cette idée que voilà, on va remplir de toutes ces connaissances, cette période un petit peu particulière, pour qu'à la rentrée, en fait, vous soyez prêts à envoyer le boulet. Vous soyez prêts, voilà, à présenter voilà, tout ce que vous avez fait cette année et évidemment les années précédentes. Donc, c'est un peu on prépare votre mue, la mue de tout le monde pour la rentrée quand on sera tous sortis de tout ça. On a hâte. Yes. Donc, yes. Donc là, aujourd'hui, on accueille un photographe, Cyril Abad. Donc, merci beaucoup de t'être rendu disponible parce que c'est un métier qui est aussi toujours un petit peu en urgence. Donc, ce qu'on va voir avec Cyril, c'est évidemment que tu te présentes un petit peu, tes projets phares et comment tu crées ton portfolio, quelle est ta stratégie, même si comme tu me disais, elle n'est pas encore très sûre, mais justement, ça fait partie de la réflexion. En fait, on teste des choses, donc je laisserai Cyril parler de tout ça. Les inspirations sont très importantes parce que c'est des manières de voir, mais aussi de présenter. C'est des sensibilités, c'est des courants, et effectivement, c'est des communautés d'esprit aussi. Donc, dans quoi on s'en sert en tant qu'artiste, créatif, designer. Donc, tout ça, c'est important. Et après, donc, nos amis Stéphane et Olivier vont nous présenter un outil spécial photographie. Je ne dévoile pas. Gros suspense. Un gros suspense. Hein. Très bien. Un nouvel onglet Lightroom.
Et ensuite, on fera toute une partie sur la stratégie de communication. Donc, comment fait-on quand on est photographe? Mais sachez aussi qu'il y a beaucoup de tips que vous pouvez récupérer. Enfin, vous pouvez vous inspirer aussi, même si vous êtes illustrateur ou même développeur, j'en sais rien. En tout cas, c'est toujours une manière de raconter son histoire, raconter ses histoires, raconter son parcours. Et puis, on va vous laisser la place pour poser des questions. Et puis, on fera un petit récap avec les 3 conseils de Cyril. Voilà, en gros. Donc, c'est 1h30 de concentration et d'explication. Donc, on est très heureux de t'accueillir, Cyril. Je suis très heureux aussi. Yes. Top. Voilà, Bon, tu es on stage. Yes, c'est parti. Salut Cyril. Salut Jérémy. Yes, ça fait plaisir de discuter en face-to-face. On s'est déjà parlé au téléphone par passé, mais là, on se voit pour de vrai, entre guillemets. Est-ce que pour commencer ce petit moment, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, je peux le faire. Alors, je suis donc Cyril Abad. Je suis photojournaliste, photodocumentaire plutôt, puisque j'ai plutôt envie de travailler sur des projets long cours. Je suis venu à la photographie finalement assez tardivement. J'ai eu plein de métiers avant, plein de métiers, quelques métiers avec plus ou moins de succès, de la comptabilité au web design, en passant par le graphisme, enfin voilà. Et puis un premier job sur un CAP photo. Au moment où le numérique s'installait, où les premières versions de Photoshop arrivaient, j'ai commencé à bosser justement sur l'enseignement de Photoshop sur un CAP photo. Et je suis rentré dans la photographie comme ça. J'ai assuré cette formation pendant à peu près 8 années. Et j'ai découvert, j'ai plongé dans ce qu'allait devenir ma passion. Voilà. Ah oui, tu le vois comme une passion? Ah, aujourd'hui, ouais, je me sens extrêmement chanceux de pouvoir travailler et vivre de ma passion, ouais, bien sûr. Et quelle différence tu fais entre le photojournalisme et le photodocumentaire? Parce que je sais que tu mentionnes les deux, mais que tu fais la différence quand même. Alors, je pense que photojournalisme, ça doit englober certainement également la photographie documentaire, mais je m'inscris plus dans une démarche long terme, j'aimerais. Donc, pas d'actu, pas de news, pas de petits sujets. J'ai plutôt envie de développer mes propres projets. Voilà. Donc, ouais. C'est peut-être la différence, peut-être sur la durée. C'est peut-être des projets dans lesquels je peux injecter plus ma propre sensibilité d'auteur. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. On va pouvoir plonger là-dedans un petit peu plus tard. Top. Est-ce que tu pourrais nous présenter, pour commencer par un premier aperçu de ton travail, 3 projets dont tu es particulièrement fier? Je ne suis pas très fier de tous mes projets. Hein. La fierté, c'est compliqué en photo. Alors, ça veut dire que non, je ne sais pas. Enfin, moi, globalement, je pense qu'on est rare. Enfin, sont rares ceux qui aiment vraiment ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a cette remise en question permanente. Donc, je me dis toujours, quand je revois mon travail, que je peux faire beaucoup mieux et que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Voilà. Donc là, c'est le moment où je partage mon écran, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et que tu me montres 3 projets que tu es En fait, globalement, je me dis que ça a fonctionné. C'est des projets qui ont fonctionné, exactement. Et qui fonctionnent encore. Donc, oui, je suis très heureux que ça fonctionne, mais je me dis qu'on peut toujours faire mieux. Alors, je partage mon écran. Vas-y. Hop, allez, on va commencer par un projet qui m'a occupé 3 bonnes années, qui est scindé en plusieurs parties. Qui s'appelle, alors là bien sûr on comprend rien, c'est normal, qui s'appelle In God We Trust. Ce projet en fait décrit une forme un peu originale de religion aux États-Unis. Et donc c'est un projet que j'ai réalisé sur 3 ans, entre 2016 et 2019. Alors c'est pas 3 années entières, hein. Je partais parce que je n'avais pas du tout les moyens, donc je partais un mois par-ci, un mois par-là. J'identifiais des formes originales en fait d'expression religieuse. Donc là, par exemple, nous sommes à Holy Land, qui est un parc d'attractions en Floride, parc d'attractions qui a fermé l'an dernier. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir le faire pour fraude fiscale. Hein. Ça devait tomber tôt ou tard.
Donc, nous sommes dans un parc d'attractions. C'est juste à côté du parc de Mickey. Et pendant une journée, vous pouvez vivre la vie de Jésus. Voilà. Donc, avec un climax qui est bien entendu la crucifixion, qui ne devrait pas tarder à arriver, qui est par là. Donc, vous pouvez poser, bien sûr, en selfie aux côtés d'un Jésus plus vrai que nature. Et voilà, le chemin de croix, terrifiant. Beaucoup de sang, beaucoup d'hémoglobine. Et voilà, la crucifixion. Voilà. Donc ça, c'était le premier projet que j'ai réalisé dans le cadre de… À ce moment-là, je ne savais pas vraiment où j'allais. J'avais identifié quelques idées. Il fallait que ce soit original. Il fallait que ce soit vraiment… que ça soit sensationnel. J'avais envie de faire de la photographie de rue, donc je voulais pouvoir utiliser cette écriture photographique un peu particulière pour construire ce projet. Et donc, je suis allé à Holy Land et je suis tombé des nues et je me suis dit que finalement, ce n'était pas une mauvaise idée. Et j'ai poursuivi ce sujet sur la même année, sur, je ne vais pas dire de bêtises, The Driving Church. Dans la foulée, je me suis rendu, j'étais en Floride, donc j'en ai profité, à Daytona. Daytona Beach, connu pour ses courses de voitures sur la plage. Et à Daytona, un pasteur malin a eu la bonne idée en fait de convertir un cinéma drive-in en église à ciel ouvert, où les gens peuvent venir comme as you are. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de problème. Vous pouvez venir avec vos animaux domestiques à la messe. Vous pouvez venir avant. Donc voilà, le pasteur Rob qui est sur son promontoire et qui attend en fait que le parterre se remplisse de voitures. Et donc, vous pouvez venir avant votre session de surf. Tous les surfeurs chrétiens de Floride passent le dimanche matin pour une petite session un service religieux avant d'aller à l'eau. Et quand j'ai fait, par exemple, cette image-là, qui est l'image où on voit le calice et le pain de messe, ce fut une révélation. Je me suis dit que j'étais vraiment dans mon sujet. Je voulais parler de ce business de la religion. Je voulais parler de quoi de mieux en fait qu'un parterre de voitures qui est le produit phare en fait, qui était le produit phare des États-Unis à cette époque-là. Donc voilà. Donc j'ai commencé à me sentir confiant à partir de cette image et d'autres images qui ont déroulé par la suite. Donc voilà. Donc ça c'était je ne sais pas le temps que je peux consacrer à cette présentation-là. La première année, j'ai réalisé 3-4 sujets. La deuxième année, dis-moi, Jérémy. Non, vas-y, amène-nous un petit peu dans cette… Je déroule un peu. Donc, toujours Spring God We Trust, qui est un corpus avec 7 reportages dedans. Donc, je ne vais peut-être pas tous les passer en revue. Il y a eu un moment important qui était The Naked Church. Donc là, pareil, de l'investigation, je passe beaucoup de temps sur les réseaux, je passe beaucoup de temps à essayer de rentrer en contact avec à identifier les personnes, à rentrer en contact avec eux, et surtout après, à essayer d'obtenir une autorisation pour pouvoir faire des images. Et là, ça a été, bien sûr, on le comprend, plus compliqué avec The Naked Church, puisqu'on est en Virginie, et une paroisse, en fait, est une paroisse de naturistes. C'est une paroisse de naturistes. Donc, une communauté qui vit là et qui a décidé de construire une petite chapelle pour pouvoir vivre leur foi normalement. Voilà. Donc, ça a été une expérience un peu extraordinaire, j'avoue. C'était vraiment génial. Non, mais c'est génial. C'était vraiment super. Et voilà. Donc, quelques images de The Naked Church. J'avais une approche un peu manichéenne dans ce projet et je voulais quand même avoir une représentation pas très sympa. Et je l'ai trouvé, bien entendu, dans les créationnistes. Et voilà, j'ai voulu pointer un peu le danger créationniste avec ce reportage qui s'appelle Ark Encounters. Donc, on est sur un parc d'attractions. On est à Williamston, c'est le Kentucky, je crois. Et là, les créationnistes, donc tout le monde sait, hein, les créationnistes sont ceux qui défendent cette théorie comme quoi le monde a été créé en 6 jours, etc. Et donc, ils ont créé une sorte de grande machine à laver, un brainwashing géant sous la forme d'une arche de Noé qui ressemble à l'arche de Noé de Disney, et dans laquelle vous rentrez avec vos forts de votre culture
et de vos propres croyances plus darwiniennes, on va dire, de l'évolution, et vous ressortez quand même globalement avec l'idée qu'effectivement Dieu a bien créé le monde en 6 jours. Et voilà, donc c'est très très bien fait, c'est un magnifique brainwashing, et tout est là pour contrecarrer les théories scientifiques. Et voilà, donc c'était assez poignant, compliqué de faire des photos parce que complètement interdit, évidemment. Donc c'était plutôt en discrétion, en discrétion totale, et voilà. Et donc évidemment, les dinosaures sont contemporains des hommes, ils se sont battus dans des grandes batailles épiques, et donc Noé les a sauvés. Voilà. Derrière je déroule sur des très belles infographies une histoire très triste d'une femme en fait qui s'éloigne d'une jeune fille qui s'éloigne de Dieu et en fait qui sombre dans la dépravation et qui finalement meurt dans un terrible accident de voiture à cause de l'alcool. Voilà, donc tout ça pour une fois de plus vous poussez à aller vers voilà, ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs. The Crossbike, un pasteur absolument incroyable qui fait des maraudes sur les plages, sur les boardwalks d'Ocean City. Donc, on est, je sais plus où on est sur la côte est et Ocean City, c'est dans pas le Maryland, je sais plus. Voilà. Et donc là, on va voir un pasteur qui a une vision, qui est un passionné de vélo, et Dieu lui a apparu, lui a expliqué comment créer un cross-bike. Et il va arpenter les boardwalks pendant la période de spring break à la rencontre des jeunes qui s'enivrent plutôt pas mal, avec juste un message qui est un message de prévention contre les méfaits de l'alcoolisme. Un mec extraordinaire qui va passer ses nuits, qu'il pleuve, qu'il vente sur les boardwalks à la rencontre des jeunes, fêtard. Voilà. Super type. Donc ça, c'est mon penchant plutôt positif de ce sujet. Donc ça m'a pris 3 ans. C'est un travail qui a été inspiré c'est pas un roman, c'est un roman d'enquête, c'est un road trip de Douglas Kennedy en 89 qui s'appelle In God Country et en fait en 89 il se balade justement le long de la Bible Belt, donc de la ceinture biblique, dans le sud des États-Unis à la rencontre de pasteurs évangéliques et autres, pour justement, il porte un regard très caustique, très satirique sur cette économie de l'Église. Et en fait, je tombe là-dessus à une période où je suis en recherche de reportages, de sujets, je suis un peu en panne, et je me dis que ça peut être une formidable idée, un bon point de départ, et j'enquête, et j'essaye de mettre en relation avec les gens qu'il a interviewé, et il s'avère que la plupart étaient soit derrière les barreaux, soit coulaient des jours heureux dans des paradis fiscaux, Bahamas ou Panama, etc. Donc, j'ai dû me replonger dedans, essayer de comprendre comment l'Église s'était transformée entre les années 90 et les années presque 2016, au moment où Trump arrive au pouvoir. Et voilà, et donc c'est un peu cette histoire-là. D'accord. Ça, c'est un gros projet de cœur. Il y a aussi un magnifique livre qui est sorti aux éditions Pyramide et Révélateur, India du Trust, où on peut approfondir ce sujet qui est vraiment fascinant. Je me demandais si cette histoire. Ouais, absolument. Ouais. Il y a aussi The Snake Church qui est assez fascinant, mais je pense qu'on aurait besoin c'est un autre projet. C'est un autre projet. Est-ce que du coup, justement, tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu as agencé ton site internet? Tu peux aussi peut-être nous montrer le Snake Church en même temps, mais quel est un petit peu comment tu as agencé et réfléchi la construction de ton portfolio en tant que photographe professionnel? C'est un outil pour trouver du travail, pour montrer ta sensibilité, les sujets sur lesquels tu travailles. Est-ce que tu peux un petit peu nous montrer ça? Comment tu as pensé ton portfolio? Alors, très bien. Alors, peut-être en rentrant dans des aspects plus techniques, mais alors, The Snake Church, qui là a été appelé Ends Up Believe, qui correspond au premier verset de la Bible de Jacques. Et donc, c'est Marc 16, 17, 18. Voilà, et là-dedans, il est dit, voilà, Ends Up Believe. Mais en fait, c'est un sujet qui traite des églises de serpents dans les Appalaches. On est vraiment
Comment? Tu commences toujours avec un petit mot d'explication. Voilà. En fait, c'est mon sino, c'est mon pitch. C'est ce que l'on va retrouver également dans les PDF que je vais transmettre aux rédactions pour tenter de vendre mon projet. Ah ouais, d'accord. En français, en anglais. Donc là, c'est collé un petit peu c'est un copier-coller du texte qui présente le projet. Donc, qui évidemment derrière peut être déroulé soit par un rédacteur qui veut développer l'histoire. Alors, soit un rédacteur le fait, soit je le fais moi, parce que j'écris aussi. Et moins bien sûr, bien souvent qu'un rédacteur, mais je peux le faire. Et après, je déroule mon histoire. D'accord. Là, j'utilise un WordPress avec une sorte de slider horizontal que je trouve intéressant puisque ça nous permet un petit peu comme une scénographie dans une galerie. Ouais. On peut avancer progressivement et c'est l'intention. Et donc, c'est pas comme si on avait une sorte de maçonnerie de galerie avec, enfin, qu'on appelle ça un damier. Un damier de photos. Ouais, on peut dérouler à mesure comme si on progressait dans une galerie, dans un lieu d'exposition. Assez difficile de trouver des templates qui proposent ce genre de slider, ce qui fait que celui-ci est très utilisé par les photographes en slider horizontal. Voilà. Pour revenir à la narration, dans ce projet, elle est évidente parce que la fin de mon histoire, donc c'est une église, il y a quelques églises qui sont discrètes, secrètes dans les Appalaches, qui pratiquent en fait un rituel dans lequel ils manipulent des serpents. Ils manipulent des serpents, c'est une sorte d'épreuve divine. S'ils ne sont pas mordus, ben, c'est que Dieu l'a voulu. Et s'ils sont mordus, ben, c'est la volonté de Dieu. Et donc, ils s'en remettent entre les mains de Dieu et ils n'iront pas à l'hôpital. Ils vivront jusqu'au bout leur expérience. Voilà, donc ça, c'est une histoire assez dure. Donc, c'est interdit aux États-Unis, cette pratique. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps également pour pouvoir, pas infiltrer, parce que j'ai demandé clairement, j'ai identifié des pasteurs qui le faisaient. Et mon histoire est complètement inversée, c'est-à-dire qu'en fait, la fin, ben, je vais spoiler d'une certaine manière, parce que pour moi, je l'ai vraiment construit comme une narration, comme une histoire. La fin, le pasteur est mordu. C'est par là. Bientôt, il manipule le serpent et il est mordu. On ne voit pas la morsure, c'est un choix délibéré. Il est mordu, il est à l'agonie, et on s'arrête là. Ouais. Ce moment, en fait, arrive au tout début de mon projet. Alors que là, dans mon histoire, il est à la fin. En fait, j'ai déroulé une histoire avant qui nous amène là. Donc, c'est un vrai propos narratif. C'est une vraie construction narrative de cette série. Puisque, en fait, j'arrive et 3 jours après, il se fait mordre. Donc, moi, je suis au bout de ma vie, je suis au bout du rouleau, je vais pleurer dans les bois, je ne sais pas quoi faire, mon projet se casse la gueule et c'est vraiment terrifiant. Je vais rester 1 mois et demi, presque 2 mois avec lui et en fait, il est finalement, il est sur un lit d'hôpital, il survit et je suis coincé. Et en fait, je vais construire toute mon histoire à partir d'autres images. Je vais créer une histoire vraiment, une fictionnelle presque, et qui nous amène jusqu'à ce moment-là. Voilà. Et comment tu sélectionnes j'imagine que tu as pris des dizaines et des centaines de photos. Comment tu sélectionnes les photos et comment tu les agences justement au niveau de… Alors, là, vous avez coupé le partage, je crois. Oui. On va Non, mais pour comprendre un peu sommairement, j'avais, en me plongeant en investiguant ce projet, j'avais en tête, alors j'ai souvent des influences qui sont des influences littéraires américaines, contemporaines, ou maintenant des séries. C'est très important pour moi. Et en fait, ce projet-là, très tôt, il y avait derrière un écrivain américain qui s'appelle Ron Rash, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit sur les Appalaches, et des ambiances de brume, des ambiances un peu glauques, de vie dans les Appalaches, et qui était absolument fascinant. Et il y avait une série qui était la première saison de True Detective. Ah oui. Avec, pareil, une atmosphère un peu mystérieuse et où par moments, il y avait des émergences, il y avait des symboles un peu ésotériques qui apparaissaient, soit dans la nature avec des vols d'oiseaux, soit des références au roi en jaune, etc. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et comme dans la plupart de ces séries américaines, on a souvent au début, je pense que ça parle à tout le monde, il y a souvent au tout début une voiture qui passe, qui roule avec un travelling au-dessus d'une forêt.
voilà, comme dans Ozark, etc. On a souvent ça, on a souvent cette idée-là. Donc moi, j'ai cherché à faire cette image-là. En fait, j'ai cherché à construire une histoire très influencée par ce type de série américaine où quelqu'un prend la route, il traverse une contrée des Appalaches et finalement, il choisit un chemin qu'il n'aurait pas dû prendre et qui l'amène dans une petite ville, celle-ci, où on va découvrir les personnages progressivement, une sorte de ville qui est figée dans le temps. Donc, j'ai choisi des images parce qu'il y avait plein d'images qui ne présentaient pas cette idée-là, que je voulais porter. Donc, j'ai fait une sélection, un peu une censure de certaines images qui allaient casser mon propos narratif. Donc, je suis allé chercher des images qui figent un peu. Et puis, je suis allé chercher des symboles, des choses qui questionnent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Où est-ce qu'il nous emmène? Et c'est comme ça. Et ma première évocation du serpent, elle est là. Elle apparaît comme ça, un petit peu comme un flash. C'est une sorte de truc un peu qu'on appelle subliminal qui arrive là. Et puis, on découvre les personnages. Un peu une introduction aux différents personnages de l'histoire qui rentrent sur scène progressivement les uns après les autres et qu'on va retrouver plus tard dans des climax, dans des moments beaucoup plus dramatiques. Donc, présentation des personnages, présentation des lieux, présence de la forêt, des choses un peu weird, un peu bizarres qui se passent. Et puis, on arrive des premières aides, un petit peu. Alors, il y a une scène, bon, elle parlera à personne dans True Detective. Il y a un passage dans une cabane, il y a marqué The Yellow King, et en fait, c'est écrit sur les. Et c'est une référence à un romancier d'horreur. Et là-dedans, en fait, sur ces mots qu'il y a sur ce panneau, tout est dit. C'est le premier verset de l'histoire, en fait. C'est la première raison qui a motivé, en fait, ces pasteurs à se lancer dans la manipulation de serpents. Il est dit, en fait, que vous pourrez manipuler des serpents, boire des choses venimeuses, et lorsque l'Esprit Saint descendra sur vous, vous serez sauvés. Et en fait, les pasteurs manipulateurs de serpents éprouvent ce verset. Voilà. Donc, il apparaît là. Des symboles, un peu comme dans True Detective, on trouve dans la nature. Ben, moi, j'ai cherché des choses dans la brume et j'en ai trouvé, comme ce qui peut ressembler de loin à une croix. Et puis, le serpent arrive juste là, en fait, assez tardivement. Voilà. Et ainsi de suite, avec un climax. Et on revient, on change de rythme. Donc, on change de rythme et on retrouve quand même des symboles religieux, on retrouve des choses. Et on se replonge dans une atmosphère de brume un peu oppressante. On va redécouvrir des personnages, des nouveaux personnages, jusqu'à le final avec le cliffhanger. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, je finis vraiment sur un cliffhanger, c'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait pas. Il y a juste une image trompeuse de brume qui pourrait évoquer une âme qui voilà. Mais en fait, il survit. J'ai également les photos de lui sur son lit d'hôpital. Ouais, voilà. Mais tu as décidé de ne pas les montrer parce que ça ne servait pas ta narration. Alors, ça ne servait pas ma narration et j'avais vraiment envie de m'essayer à cet exercice narratif. J'avais vraiment envie de construire une série photographique comme une nouvelle ou comme un roman avec, je voulais l'effet cliffhanger. Il a marché. Quand j'ai présenté ce travail, toutes les rédactions, les chefs photos, les iconographes à qui j'ai présenté ce travail, à la fin, ils me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Et donc, ça avait fonctionné. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Et j'imagine que tu traites tous tes sujets sur ton portfolio de la même manière en racontant une histoire. Est-ce que tu pourrais nous montrer aussi 3 portfolios d'artistes qui t'inspirent justement, tu nous as parlé de cette démarche narrative, 3 portfolios d'artistes dont tu aimes la démarche. C'était très très difficile d'identifier juste 3 photographes. Il y a beaucoup de photographes qui ont une belle place dans mon panthéon de photographes en fait. J'imagine. Parce que c'est permanent. Je pense que je passe plus de temps à acheter des bouquins, enfin peut-être pas un peu moins maintenant, mais à compulser des bouquins de photos pour trouver des sources d'inspiration. J'en ai pointé 3 parce que j'aime vraiment beaucoup leur démarche. Je viens de la photo de rue. La photo de rue en elle-même me satisfaisait pas vraiment parce que c'est une photographie globalement assez snapshot. C'est-à-dire qu'on saisit des instants, mais la narration n'est pas évidente. C'est pas facile de raconter des histoires avec des images très très fortes ou spectaculaires ou sensationnelles. Et il y a quelqu'un qui a été une révélation pour moi, c'est Martin Kola, qui est un photographe slovaque
le voilà. Alors, ok, ça s'appelle Nothing Special. Alors, je vais juste remonter sur la première image. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas. Voilà, c'est celle-ci. Magnifique bouquin photo. Très, très beau livre photo. Et Martin Kolar, au début des années 2000, va se promener dans les montagnes de Slovaquie, dans les campagnes de Slovaquie, pour aller faire ces images qui sont juste extrêmement décalées, loufoques. Ouais, c'est du concentré de photographie de rue, dans le sens où la photographie de rue est une photographie qui essaie d'extraire, c'est un peu la définition qu'on a tous, qui essaie d'extraire la magie, l'insolite du quotidien. Et là, en fait, c'est ce qu'il fait, lui, à merveille, avec un propos narratif. Il nous plonge dans une région, il nous fait découvrir une région, et voilà, avec cet angle-là, qui est absolument, pour moi, sublime. Donc, ça, c'est absolument génial. Et voilà, donc Martin Kolar, mon coup de cœur. Très grand. Après, je vois aussi sur son site, genre, c'est très simple la manière dont c'est présenté. Genre, news, à côté de ses photos, news. Ça, c'est aussi un aspect, tu sais, la construction de portfolio. On parle souvent de la nécessité de créer quelque chose de simple et d'efficace. Ouais. Comme sa photographie. C'est comme sa photographie, elle est straight to the point, elle est très efficace, elle va droit au but. Et moi, je trouve ça redoutable, en fait. Voilà. Tu peux brièvement juste nous montrer un peu les autres onglets pour aborder le côté présentation de l'artiste de Martin Kolar ou Ouais, là, ouais. Voilà. Donc lui, je crois qu'il le présente assez en maçonnerie, je crois que c'est le terme pour les templates comme ça, avec ce côté très simple, différents travaux. Il fait des choses un peu en mode, on appelle ça scrapbooking ou. Ouais. Donc pour le cahier. Voilà, donc je connais pas tout son travail, mais là c'est juste ça. C'est juste présenté comme ça et j'aime beaucoup. Mon deuxième choix, c'est juste en haut, je m'excuse, c'est juste là j'ai pas vu en haut. Voilà. News, la bio et tout. Ouais. Donc, les news, donc là il décline ses news comme ça. Ouais, toi aussi, tu as ça sur ton site. Ouais, c'est par rapport c'est les tear sheets, c'est plus les publications et les expos ou signatures, tout ça. Là, c'est vraiment très bien. Ouais, ok. Ça, je connais pas. Ces livres. Ouais, voilà, simple, efficace. Simple, efficace. Et sa bio, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qui fait une bonne bio, selon toi? Moi, j'ai pas. Enfin, je crois que je suis extrêmement bidon pour les bios. Donc, c'est toujours des copains ou ma compagne. Enfin, beaucoup de personnes m'aident à faire ma bio. Je trouve que c'est extrêmement compliqué. Maintenant, je dis où je travaille. Très simplement, je dis où je travaille. Dans quel univers en fait je peux bosser, documentaire, corporate, etc. En plus, c'est compliqué quand on a vraiment les deux pans équilibrés, à la fois de vendre son travail en tant que photographe documentaire et vendre également son travail corporate. Donc, je trouve ça toujours très compliqué. Et puis après, lister peut-être ses expos, ses parutions, voilà. C'est ce qu'il fait lui, d'ailleurs. C'est ses résidences, ses awards. Ça, c'est très photographe. Et ses expos, ses exhibitions, voilà, qu'il a, waouh, ça fait rêver. C'est clair, c'est dingue. C'est massif. Et voilà. Et puis après, sa rubrique contact. Ouais. Très simple, avec ses représentants, donc les agents. Galerie à Londres et galerie à Zurich. Okay. Et lui qui est en République. Voilà. D'accord. Ouais, merci. Ouais. Voilà. Le deuxième, ouais. Nils Ackermann. Voilà. Photographe qui incroyable, qui s'est intéressé avec beaucoup de poésie. Alors lui, je pense que c'est voilà, il y a des photos, il y a un slideshow en bas, qui s'est intéressé à beaucoup de poésie, à une petite ville qui s'est construite à côté de Tchernobyl juste après la catastrophe, et où se sont rapatriés en fait des habitants, des déplacés, et il s'est intéressé à un groupe d'adolescents à l'époque qui sont devenus de jeunes adultes, dont je crois elle s'appelle Yula. Et on voit en fait la vie de Yula. C'est la vie de Yula qui se déroule, ses amours, la place très grande que tient l'alcool dans la vie de ces jeunes. Et voilà. Et c'est un travail de 3 ans
tout en sensibilité, avec une proximité parfois un peu étouffante. Je trouve ça très très puissant, très fort. La manière dont il a réussi à s'inviter, à être présent, à disparaître également dans ses scènes de vie. Et voilà, et c'est beau. C'est clair. Voilà, c'est super touchant. Et il a fait ça pendant 3 ans et c'est absolument sublime. Voilà. La petite dernière, non. Oh ouais, punaise. J'ai été voir, c'est incroyable. Donc pour moi, Nice, pour venir à Nice, c'est vraiment ce travail sur le long cours. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aimerais mieux faire. Et voilà, donc je trouve ça vraiment sublime. Et puis pour ces sujets originaux, la manière de les traiter, son style pictural et glacial, Egvenia Arbugaeva, je ne sais pas si je le prononce bien, avec vraiment Hyperborea, qui est, enfin, c'est somptueux. Voilà, il n'y a rien à dire. Ah ouais, montre-nous. Alors, okay. Voir tout à l'heure. Alors justement, et c'est un travail documentaire avec une narration qui est très belle, c'est très bien construit. Il y a, alors comment ça déroule déjà? Parce que je crois que voilà, il y a des flèches qui sont sur le côté. Et donc, Hyperborea, c'est décliné. Il y a des personnages, il y a des lieux, il y a des ambiances un peu différentes. Donc, elle a fait un découpage. Moi, j'aime bien le travail quand il est présenté dans son intégralité. Voilà. Tu veux dire quoi dans son intégralité? Alors, dans son intégralité, avec des morceaux choisis de chacune des parties, et comme ça peut être publié dans la presse, où on peut également trouver ce travail Hyperborea, où des images sont extraites de ces 4 chapitres, et c'est vraiment sublime. Voilà. Ouais. Ça, c'est incroyable. Puis les images sont méga puissantes, et la présentation du portfolio est dans une économie de moyens, ça va straight to the point également. C'est très efficace, voilà, c'est très très efficace, et voilà, et c'est beau, et c'est sensible, et les portraits sont superbes. On y est, quoi. Voilà, on est dedans, on dirait une landing page, c'est tellement beau. Voilà, un traitement qui est sublime aussi. Et puis c'est insolite. Voilà, il y a une part aussi, elle injecte de la magie là-dedans, de la poésie, donc c'est très beau. Puis un travail. Oui, dis-moi. Elle montre pas ses commandes, j'ai l'impression. Elle montre très peu de choses. Elle est très très discrète sur son travail, parce que je pense que ce travail se suffit à lui-même. Et puis voilà, il y a très peu de choses. Hein. Elle a 3 sujets ou 4 sujets. Il y a les chasseurs de mammouths, publiés dans la presse française internationale. Je trouve que c'est génial. Mais là, pareil, il y a très peu de photos. C'est assez étonnant. Je trouve même qu'il n'y en a pas assez, puisque je crois que ça s'arrête là. Et puis on revient. Et on a du mal un peu à se plonger dans cette histoire de mammouth. Je l'ai vu décliner avec beaucoup plus d'images dans la presse. Et c'est spectaculaire. Alors là, il y a vraiment une intention de divulguer peu de choses. Ouais, ça attise le mystère et on n'a pas besoin d'en mettre plein la vue et non, ça doit fonctionner. Exactement. Elle a des editings très serrés, c'est-à-dire qu'elle sélectionne très très peu d'images. Ouais. J'ai l'impression que c'est la substantifique moelle de tout ce que tu racontes, c'est justement le fait de bien choisir, de servir son propos pour qu'on comprenne très clairement ce sur quoi on a travaillé, ce qu'on est bon, et puis raconter une histoire. C'est des films en fait, tout ce que tu montres, c'est des films figés. Ouais, c'est des films en images, tout à fait. Ouais. Ok, top. Merci Cyril pour ça. On plongera dans la seconde partie de l'émission encore, donc dans les diverses autres parties de ton travail corporate aussi, comment tu fais pour trouver du travail et cet aspect technique-là. On va pendant un petit quart d'heure laisser la parole à Stéphane et Olivier qui vont nous présenter Lightroom, ou en tout cas quelque chose en rapport avec Lightroom, il me semble. Et puis Cyril, je te retrouve juste après. Si tu veux, tu peux couper ton micro ou ta caméra si tu préfères. Et on se retrouve juste après. Très bien. Formidable. À tout de suite. À tout de suite. Alors, merci. Hop. Alors, et d'ailleurs, j'en profite pour dire, j'adore le travail de Cyril, c'est magnifique. Voilà. De même. Voilà. Donc oui, on va parler de Lightroom. Donc Lightroom, alors il y a deux Lightroom, juste pour le rappel. Il y a le Lightroom classique et il y a le Lightroom, on va dire nouvelle génération. Sachant juste aussi pour le rappel, les deux ont vocation à coexister, à continuer à évoluer.
Donc ça, c'est juste un petit rappel pour toute personne qui a peur. Lightroom classique est vraiment fait pour les photographes qui font beaucoup de photos, qui veulent gérer eux-mêmes leurs originaux parce qu'ils en ont besoin. Et il y a des fonctionnalités vraiment spécifiques pour ce cas d'usage. Et alors que le Lightroom, on va dire, le Lightroom nouveau, on va dire, lui, son but, c'est réellement d'être cloud first et d'avoir toutes les photos synchronisées. Pourquoi? Pour pouvoir passer facilement, par exemple, d'un iPad ou une tablette Android, à un ordinateur Mac ou Windows, à son téléphone, voire même, comme c'est le cas ici, dans le navigateur. Et donc, dans le navigateur, je peux continuer à uploader mes images, je peux travailler mes images, les partager. Et l'idée, elle est vraiment sur le partage, et c'est sur ce point partage, en fait, que je vais axer ici, en fait, cette présentation, montrer comment on va pouvoir partager un maximum de contenu. Alors une chose, quand on arrive, qu'on soit sur Lightroom dans le navigateur, qu'on soit sur Lightroom sur Mac Windows ou qu'on soit sur Lightroom sur mobile, on a plusieurs choses déjà. Alors je passe très rapidement sur la partie tutoriel. On a pas mal de tutoriels pour voir faits par des artistes dont vous voyez effectivement le nom. On peut aussi les découvrir, donc c'est aussi un bon moyen. Et comment faire ça aussi, au-delà des tutoriels, chacun des utilisateurs peut aussi, s'il le veut, soumettre, hein, bien sûr il y a une validation sur la qualité, peut soumettre en fait des tutoriels ou des pas à pas. C'est-à-dire que sur cette photo-là, on voit ici, c'est pas moi qui y joue, hein, c'est vraiment l'animation automatique qui montre comment ont été travaillées en fait cette photo pour avoir ce résultat avec les pinceaux, les éléments. Donc ça permet de voir un petit peu comment le photographe a travaillé cette photo, et on peut même prendre en fait tous ces réglages comme paramètres prédéfinis pour essayer de les appliquer et les construire sur une de ces images. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est effectivement que c'est un moyen aussi de faire la promotion de votre travail photographique, alors la photo elle-même et puis votre savoir-faire en fait en termes de développement. Donc comment ça se passe? Eh bien, si je viens par exemple ici sur une photo, j'ai tout simplement la possibilité, une fois avoir sélectionné la photo en question, de venir dans les paramètres ici de partage. Donc au passage, bien sûr, c'est là où on va pouvoir exporter des JPEG à partir de paramètres prédéfinis. On peut aussi, on reviendra sur cette partie-là, obtenir des liens invités, etc. Mais on va pouvoir ici partager la modification, et comme vous pouvez le voir, c'est bien mis, c'est le soumettre en fait à la partie Discover. Et à partir de là, en fait, il va, donc là, il n'y avait pas de modification, je suis bête sur cette photo, mais en gros, il va vous permettre en fait d'exporter en fait toutes vos étapes, hein, vu qu'il y a un historique dans Lightroom, et il va vous permettre d'exporter toutes vos étapes directement, en fait, comme vous l'avez vu ici, et donc de le soumettre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu, en fait, mais qui permet vraiment de partager le travail. Dans les autres possibilités en fait de partage, alors ça peut être du partage réellement, peut-être juste aussi, comme on disait tout à l'heure, pour une sélection d'images qu'on veut donner à des personnes ou que l'on veut embarquer en ligne. On a aussi la possibilité, donc soit en sélectionnant quelques photos dans une collection, soit directement au niveau de l'album, hein, donc effectivement, excusez-moi, j'emploie l'ancien terme collection, mais c'est album, c'est synonyme, et là, du coup, je vais pouvoir partager, alors on verra tout à l'heure cette notion ici, mais je vais pouvoir aussi partager un invité. Donc partager un invité, c'est intéressant, par exemple ici, j'ai déjà invité Olivier juste avant, et j'ai cliqué sur ce bouton, hein, en mettant son adresse email, j'ai cliqué sur ce bouton qui va activer la fonction peut contribuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'envoyais que ce lien tout simplement de partage, donc là je peux prendre un lien partageable, donc là j'ai pas besoin d'inviter, je peux diffuser ce lien. Si je prends ce lien ici, que je retourne ici, je vais me mettre en navigation privée pour être sûr de ne pas être connecté. Voilà. Je colle. Donc j'ai un lien que je peux partager, communiquer sur les réseaux très rapidement pour partager une collection. Voilà, donc là, dans ce cas-là, il faut être connecté parce que j'ai demandé à ce que les éléments. Mais si j'avais activé l'option, excusez-moi, je me suis trompé, mon option ici, c'est invitation uniquement, mais je peux demander que tout le monde voit en fait cette collection. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, si je reviens et que je rafraîchis, cette collection peut être partagée. On a bien sûr des options de présentation.
on a des fonctions de diaporama automatique, etc. Mais les personnes donc là, Labo est public, j'ai quand même aussi invité Olivier, et Olivier, bon, je ne sais pas si tu as une photo, alors tu n'en auras peut-être pas forcément de Miyajima, mais si tu veux rajouter une photo, eh bien, lorsque la page va se rafraîchir, eh bien, vous allez voir qu'on peut contribuer à une collection. Donc ça peut être intéressant. Si vous êtes un groupe de photographes et vous voulez exposer une sélection, par exemple, et la diffuser sur les réseaux, ça peut être super intéressant. Alors, je reviendrai dessus. C'est fait. Non, en effet, c'est pas Miyajima, désolé. C'est pas très grave. Donc là, c'est juste le temps de rafraîchir et puis peut-être le cache du navigateur. Mais ça va pas tarder à être uploadé. Enfin bref. Donc vous comprenez le principe. Hein. En tout cas, il y a la possibilité pour une personne de venir télécharger des photos depuis cet album partagé. Okay, donc ça, c'est super intéressant. Bon, pareil, je ne vais pas insister longtemps parce que je préfère vous montrer d'autres choses. Ah, ça y est. Donc elle est en train de je pense qu'il est en train de la convertir, de faire ce qu'on appelle un aperçu dynamique quand je le fais. Exactement. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que effectivement, c'est pas tout à fait Miyajima. Non. Mais c'était une belle photo quand même. C'est San Diego pour la petite histoire. Oui, j'ai reconnu. Donc voilà, nous y étions d'ailleurs ensemble avant même que tu sois chez Adobe, tu étais venu à Adobe Max. Exact. Donc voilà, donc ça c'était première chose aussi que je voulais vous montrer, c'était cette possibilité de partager un album. Encore une fois, il y a des fois on veut que ça soit sur son portfolio, c'est-à-dire sur son propre site à soi, ou on veut que ça soit sur Behance, ou on veut que ça soit quelque part, mais il y a des fois c'est juste envie de partager très rapidement, de manière assez propre, une sélection d'images. J'aime bien aussi toujours rappeler que n'oubliez pas que les albums, une image peut être dans plusieurs albums. Je donne un exemple, par exemple, que je fais souvent, moi, c'est quand je reviens, par exemple, d'un voyage au Japon ou ailleurs, ou vacances ou autre, généralement, je upload toutes les photos donc dans un album, de manière à les retrouver, et puis ensuite, je vais utiliser, en fait, les étoiles, les flags, pour pouvoir ensuite refiltrer ces images. Par exemple, ici, voilà, je reviens refiltrer les images qui ont minimum 4 étoiles, et à partir de là, je reviens peut-être mettre effectivement avec les raccourcis un petit drapeau, etc. Et je refiltre sur ces drapeaux, ce qui me permet après de reprendre, de recréer, par exemple, de resélectionner donc, toutes ces images qui finalement ont passé ce deuxième filtre de sélection, et en les sélectionnant, de créer en fait un autre album que j'appelle, donc qui prend les photos sélectionnées et que j'appelle par exemple la première sélection, et parfois je fais une deuxième sélection. Voilà. Et après, ça permet du coup d'utiliser des services pour faire, par exemple, des livres photos. Donc là, à ce moment-là, il y a un autre moyen de partager, c'est d'utiliser en fait les connexions avec d'autres services. Donc, je vais vous montrer en cliquant ici. Si je fais ajouter une connexion, voilà, je peux me connecter à Blurb. Moi, c'est un service que j'utilise beaucoup, alors que j'aime bien utiliser. Donc, j'utilise encore Lightroom Classic uniquement pour les livres photos personnellement. Donc, j'exporte ma sélection ici avec des JPEG HotDef parce que je trouve que c'est très pratique dans Lightroom, mais dans Lightroom Classic. Mais vous pouvez aussi les envoyer directement sur le site et faire ce livre depuis Blurb ou Printic ou SmashMug, etc. Et vous voyez que moi, j'ai 2 connexions et j'ai celle dont on va parler après qui est Adobe Portfolio. Hein, donc ici. N'hésite surtout pas, Olivier, si tu veux préciser des choses, voir, n'hésitons pas à ping-ponger, ou si vous avez des questions au passage, pas de souci, je surveille un petit peu. Cyril ou autre, voilà, n'hésitez surtout pas au passage. Donc là ce qui est super intéressant, c'est cette partie du coup d'avoir un lien direct. Et encore une fois, là, je le fais depuis Lightroom ici sur l'ordinateur, mais je peux aussi le faire depuis mon Lightroom sur mobile, par exemple ici. Voilà, si je reviens sur un album, je vais prendre par exemple donc ici Saint-Malo par exemple, ou voilà Saint-Malo par exemple, ou voilà Le Havre, je sais que c'est une petite connexion. Bien, à partir de là, pareil, même principe, je vais avoir la possibilité de venir faire des partages à partir de là. Une chose par exemple qui m'intéresserait peut-être, c'est de revenir, donc là je vais revenir ici, je vais revenir peut-être sur celle-ci justement. Et ce que j'aimerais, on a déjà fait je crois que c'était sur le premier, Mathieu, ou le deuxième, je ne sais plus, Olivier, on a parlé d'Adobe Portfolio, hein, juste pour le rappel. Ça doit être le deuxième. Le premier, c'était Behance ou l'inverse. Ouais. C'est ça, ouais, et c'est ça. Et ensuite Portfolio. Si vous allez d'ailleurs sur votre Creative Cloud, ici, hein, vous avez donc Portfolio.
Ça, je fais juste un tout petit rappel. Et je rappelle aussi que si vous passez par l'application Creative Cloud, ici web, quand vous faites lancer, il va automatiquement vous authentifier sur le service Adobe qui est associé. C'est la petite astuce au passage. Hein, voilà. Donc du moment où je fais ça, voilà, donc Adobe Portfolio, donc c'est juste pour le rappel, ça vous permet de créer jusqu'à 5 portfolios. Hein. Au tout début, hein, juste pour le rappel aussi, c'était le moyen qu'avait Behance pour se financer. En fait, hein. Les sous venaient pas de la plateforme, elles ne viennent toujours pas de la plateforme qui elle-même est communautaire, donc forcément gratuite, mais c'était $150 par an hein, pour avoir un pro site. Donc en gros, hein, c'est un petit peu comme un WordPress ou autre, mais un CMS, mais dédié au portfolio des créatifs avec des templates dédiés, etc. Et donc là, dans ma portfolio, et les créatifs avaient dit, ça serait bien, moi j'ai plusieurs casquettes, et ça serait bien de me permettre d'avoir plusieurs sites. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour le rappel. Donc, par contre, quand je viens, donc si je viens sur mon site ici, je pense qu'Olivier, tu l'avais montré, hein, parce que c'était toi qui avais fait, vu que je n'étais pas là, mais j'ai la possibilité d'ajouter en fait un album Lightroom directement ici. Voilà, donc ça, tu l'avais déjà montré, mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir le faire aussi depuis Lightroom. Et c'était ça sur lequel je voulais revenir. Donc vous avez une intégration directe avec vos albums Lightroom ici. Donc si je reviens maintenant sur Lightroom, du moment où j'ai fait cette fameuse connexion qu'on a vue tout à l'heure, hein, ça apparaît dans mes connexions, hein, juste pour le rappel, c'est ici. Hein, la première fois, vous devez ajouter une connexion, vous authentifier sur le service en question, et ensuite, ils sont bien entendu liés tous les deux. Et bien là, j'ai la possibilité de faire partager sur et directement de faire partager sur Adobe Portfolio. À partir de ce moment-là, vous allez voir, donc je le laisse faire, je ne fais absolument rien, et ça va, alors parfois ça l'ouvre en tâche de fond, ça va me l'ouvrir automatiquement, voilà, dans mon navigateur par défaut, et ça va avoir uploadé, créé en fait cette page pour moi. Voilà, automatiquement. J'ai rien eu à faire de particulier. Donc là, on voit bien que c'est bien la collection, vu qu'Olivier a rajouté sa photo de San Diego. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Alors après, bien sûr, une fois que je suis dans l'interface, je peux renommer le titre, etc. Là, vous voyez qu'effectivement, il a récupéré automatiquement en fait voilà, certaines métadonnées, etc. Enfin, voilà, tout ceci est automatiquement géré par le template de Portfolio. Yes. Voilà. Donc, alors, oui, dis-moi, vas-y. Non, je suis juste curieux pour Cyril, c'est quoi un petit peu les outils Adobe que tu utilises le plus souvent en tant que photographe? Lightroom, ouais. Principalement Lightroom, Photoshop pas, puisque finalement c'est du traitement local et par éthique en photographie, en photodocumentaire, on ne retravaille pas nos images. Donc Lightroom sur l'application de presets, sur la production de PDF grâce à l'outil incroyable de Book, du livre. L'editing, moi ça m'arrive aussi de mettre des tirages par terre, mais l'editing via les collections, c'est très bien conçu, donc c'est facile d'agencer les photos, de créer une scénographie, etc. Donc voilà. Editing, évidemment, en photojournalisme, on a besoin de légender, d'enrichir en fait les informations, notamment au niveau des champs IPTC pour les rédactions, c'est-à-dire des champs qui sont, ça nous occupe parfois beaucoup plus de temps que la prise de vue, c'est-à-dire c'est tout le renseignement aux normes AFP en fait des champs IPTC, et il y en a beaucoup. Voilà, et tout ça est très normé en français, en anglais, pour que ces images soient indexées sur des serveurs d'agences photo, etc., et qu'on puisse trouver nos images assez facilement pour les télécharger et les utiliser en presse. Donc, il y a tout un travail via la bibliothèque, qui est un travail d'indexation et de renseignement des champs IPTC. Via le développement, on va travailler formidablement sur nos images, dérotiser, et puis utiliser les presets soit intégrés, soit surtout en amenant des presets ou en créant soi-même des presets de traitement des images, et puis après, on déroule, puisque c'est un workflow qui est bien conçu. J'essaye d'utiliser Lightroom Mobile avec l'iPad Pro pour avoir une idée d'un peu plus d'être un petit peu plus nomade. Bon, c'est pas toujours évident, mais j'aime beaucoup le rendu malgré tout. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ce que je vous ai montré là sur Lightroom,
Donc effectivement, ce nouveau Lightroom, vous pouvez aussi, si vous utilisez Classic, vous pouvez très bien avoir donc, ce qui s'appelle un album ici, s'appelle des collections, effectivement dans Classic, et vous pouvez demander de synchroniser une collection sur ce Lightroom. Et donc du coup, avoir les avantages que je vous ai montrés aussi, en fait, du coup, pour ne l'utiliser que sur la partie mobile et pas forcément le Lightroom, en fait, le nouveau Lightroom de bureau dans ce cas-là. Effectivement, et je pense que Cyril, tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que j'insistais en intro, c'est Lightroom classique, encore une fois, on travaille réellement activement dessus, parce que ça correspond vraiment à un besoin de photographes professionnels, enfin de certaines catégories. Il y a certains photographes qui travaillent plutôt pour les réseaux sociaux, pour tout un tas de choses, et le nouveau Lightroom est extrêmement pratique pour ça. Mais pour un photographe professionnel, par exemple comme toi, Cyril, effectivement, la gestion des champs IPTC est juste extraordinaire. Ici, le but de celui-là, c'est de ce Lightroom-là, c'est vraiment d'aller très très vite en fait dans le travail photo. Et vous avez bien sûr la possibilité de mettre des mots-clés, il y a bien sûr la reconnaissance de visage aussi automatiquement. Et surtout, il y a Adobe Sensei qui vous permet de trouver le contenu à l'intérieur des images. Si vous cherchez plage, si vous cherchez quoi que ce soit, il va trouver automatiquement pour vous. Donc on n'est pas dans un flux de thésaurus, en fait, de mots-clés. Ouais. Lightroom classique, oui, c'est aussi pour ça que pour Adobe, il y a aucun doute sur le fait que les deux doivent coexister parce qu'ils correspondent à deux besoins différents et ils peuvent être complémentaires, encore une fois, vu que Lightroom classique permet de partager des collections eh bien dans le nouveau Lightroom. Et dans ce cas-là, on n'utilisera pas Lightroom peut-être pas sur l'ordinateur ou pour faire certaines choses, mais surtout Lightroom mobile et Lightroom web. Une petite question, Stéphane, que je vois passer, qui n'était pas mise en question, donc je te la lis. Peut-on mettre des mots de passe pour les albums partagés? Alors, il n'y a pas forcément de mot de passe. Par contre, s'il est partagé, on peut inviter. C'est soit, j'ai montré tout à l'heure que l'album pouvait être, si j'appuie sur Pay ici, l'album pouvait, lorsque je fais partager et inviter, il peut être soit effectivement sur invitation uniquement, et donc dans ce cas-là, il y a uniquement les personnes dans lesquelles j'ai rentré leur email qui vont pouvoir voir cet album. Mais sinon, dans les personnalisations, eh bien ici, on peut mettre le nom de l'auteur, la grille, et on a différents paramètres avancés. Est-ce que je veux que les métadonnées soient visibles? Est-ce que l'emplacement est visible, etc. Et on peut autoriser, du moment où on était sur invitation, la fonction d'autoriser l'accès. Si quelqu'un a le lien, du coup, je peux lui donner un accès parce que je vois qui c'est, etc. Mais on n'a pas la notion de mot de passe, non. Voilà. Et donc, j'ai un peu débordé, donc je vais arrêter, mais c'était juste voilà, pour vous montrer ceci. Donc, je vous encourage vraiment à regarder un petit peu de ce côté-là. Et là, juste le temps de ressortir et d'arrêter le partage de mon écran. Merci Stéphane, c'est top. Cyril, tu partageais il y a quelques minutes justement, tu parlais de tes préparations de book pour écrire aux rédactions. Et du coup, je me demandais, je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, comment un photographe professionnel comme toi fait pour trouver du travail? Eh bien, la question à 1000 points. La question à 1000 points. Alors, tout dépend du travail. Je réalise des reportages, des documentaires à mes frais, la plupart du temps, financés par mon activité corporate. Ces reportages, une fois que j'ai les images, eh ben, je vais créer ce PDF et je vais solliciter des rédactions. Voilà, je vais envoyer alors solliciter des rédactions, c'est-à-dire c'est worldwide, hein, j'envoie à peu près à tout le monde. J'ai des listes. Alors lorsque vous appartenez à une agence, vous pouvez avoir accès à un répertoire en fait d'agences dans lesquelles vous allez avoir les contacts du chef photo du Stern, du chef photo du Washington Post, etc. Et donc, vous allez pouvoir diffuser, du moins envoyer vos PDF avec votre pitch qui présente le reportage que vous proposez et votre histoire et vos images. Voilà, donc c'est le cœur du prospect. C'est comme ça que je prospecte. Au niveau corporate, en travaillant par des agences, j'ai des propositions de prestations, de missions photographiques qui collent avec les attentes d'un client par rapport à ma façon de faire des images. Et puis après, je vais, comme tout le monde, sur LinkedIn, je vais chercher des références, essayer de trouver des communicants et puis envoyer une fois de plus des folios.
des folios corpo, cette fois-ci ciblés, en proposant par exemple d'aller ensuite voir ce que je fais d'autre sur mon site web. Les réseaux Insta, Facebook, c'est plus pour de l'événementiel ou montrer ce que je fais un petit peu, mais je m'éloigne un petit peu j'étais très très assidu sur Insta et puis là je m'éloigne un peu, mais c'est un moment. Voilà. Ah oui. Une raison particulière pour laquelle tu prends un peu de distance? Parce que j'ai plus envie de prendre mon temps sur mes projets. J'ai pas envie de lâcher des choses tout de suite. J'ai plus envie de travailler sereinement. Et en plus, là, je bosse beaucoup avec ma compagne qui est également photojournaliste. Donc, on est sur des projets long terme. Donc, on attend que ça se construise, de savoir vraiment où on va pour commencer à communiquer dessus. Donc, on prend plus notre temps. Voilà. Est-ce que tu n'as pas loin un exemple de folio que tu envoies à des rédactions où là, il faut aller fouiller au fin fond de ton ordinateur? Si c'est le cas, t'embête pas. Alors, par exemple, si tu prends une série comme celle de, je sais pas, la Snake Church, c'est la même en PDF, mais au lieu que ça ait un PDF, donc ça va dérouler verticalement. C'est vraiment le template de base du book, puisque je sais que moi, je m'aventure pas trop sur la mise en page, puisqu'en fait, justement, c'est le métier de ces gens-là, de faire de la mise en page, donc je vais pas leur dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, en gros, je vais être très basique, très simple. Je vais mon pitch, un bloc texte, la page d'en dessous en format paysage, la deuxième image, légendée, en anglais et en français. Tous les folios que j'envoie sont légendés en anglais et en français, puisque, bien entendu, je ne vais pas faire deux folios, c'est un peu dommage, donc je vais faire un seul folio avec les deux langues, et puis comme ça, sans hésiter et sans faire d'erreur, je pourrais envoyer le même folio à peu près à tout le monde. Voilà. Je sais que moi, je fais pareil en illustration, c'est qu'en fonction de la rédaction à laquelle j'écris, je fais une sélection très précise des illustrations que je vais présenter. Je ne vais pas écrire aux particuliers ou au monde avec les mêmes sujets, en fait. Mais toi, tu chéris tes reportages que tu travailles sur un très longtemps, et puis au bout d'un certain temps, pouf, t'envoies. Et là, du coup, en espérant que peut-être, soit il y a un article sur ton travail ou que tu puisses être payé pour une réutilisation, pour un dossier. L'idée, le schéma parfait, c'est que j'ai mes images, je fais mes editings. Donc, faire ces editings, c'est sélectionner les images fortes en sachant justement se détacher effectivement de ces images, choisir des images qui sont plus parlantes que celles qui nous ont procuré plus d'émotions. Bien sûr, ça peut être simple. Créer sa narration, ce qu'on disait un petit peu avant, et après confronter son travail à d'autres regards. Enfin, pour moi, c'est essentiel, c'est que je suis entouré de gens dont j'aime le regard, souvent acérés, exigeants, ils vont me faire mal, ils vont me critiquer, ils vont me dire c'est nul, mais en fait, et je crois que ça fait partie aussi du truc, c'est de se confronter en permanence, avoir plein d'avis différents pour affiner son travail, affiner son folio et enfin le diffuser. Voilà. Et comment tu vis ce regard, ces critiques sur ton boulot? Après, on est tous, je dis tous, parce que je parle de la communauté, on se connaît un peu tous et tout, et donc on se retrouve un peu tous dans les mêmes lectures de folios auxquelles on est confronté. Dès qu'on va sur un festival, on peut présenter son travail, parce que dans ces festivals photos, je parle par exemple de Visa pour l'image, il va y avoir la crème de tous les iconographes mondiaux qui vont être rassemblés là pour voir ce que vous faites. Justement, ils sont là pour ça. Ils vont passer la journée à voir défiler des photographes qui vont présenter un coup un travail, je sais pas, moi en Syrie, un coup un travail aux États-Unis, et chacun va venir avec ses histoires. Donc on est habitué à recevoir des critiques, à avoir des gens qui regardent comme ça, qui disent mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc on est rodé à se prendre des murs de toute façon. Donc après, moi j'ai aucun mal à montrer. À un moment, je faisais des apéros édito à la maison. J'avais des copains qui venaient, dont j'aimais le regard. Et puis je devais présenter mon travail comme je le ferais devant un jury. Et je présente mon taf. Et puis ça vanne, c'est nul, c'est mal. Enfin, jamais c'est nul, c'est toujours argumenté. Et ça permet en fait progressivement d'être sévère avec soi-même et d'avoir quelque chose qui tient la route au final. Alors, vous êtes il y a beaucoup de photographes sur le marché du travail. Et je me souviens quand je t'avais posé cette question en amont pour préparer cette interview,
À la question comment sortir du lot, tu me parlais de bousculer tes méthodes et tu l'as mentionné à plusieurs reprises, le fait de bousculer tes méthodes et de travailler ton écriture photographique. Comment est-ce que tu restes dans cette énergie pour bousculer tes méthodes? Alors, je sais, alors c'est plus comme un mantra, parce que je ne sais pas si j'y arrive très bien. Mais moi, je suis quand même globalement dans ce que je fais. Et là, dans ce travail avec ma compagne, c'est un peu la même chose. C'est qu'on est aussi dans cette même énergie. C'est d'aller chercher des sujets insolites, etc. Donc, de rester dans cette énergie-là et bousculer ces méthodes, c'est justement essayer, par exemple, je ne suis pas du tout dans une démarche de photographie contemporaine et je commence de plus en plus à m'intéresser à ça. Donc, c'est aller chercher, essayer de trouver d'autres références que celles qui sont maintenant rassurantes pour moi, qui sont justement ce panthéon. Aller un peu comme un jeu de quilles, aller un peu valdinguer tout ça et puis placer d'autres références. Puisque finalement, la photographie, c'est quand votre cerveau fait une image, quand vous dites tiens, là, c'est une bonne image, c'est souvent la somme de toutes vos influences, en fait. Ouais, c'est sûr. Qui dit ça, parce que telle chose, vous l'avez vue à un endroit, à un moment. Et ça vous inspire et donc vous déclenchez. Et donc, c'est justement d'aller chercher d'autres références pour nourrir son regard et sortir de sa zone de confort, voilà, s'angoisser terriblement, et puis essayer de sortir quelque chose d'autre. Ouais. Voilà. Tu vas chercher en dehors de la photo aussi, j'imagine. Bah oui, bon, moi, beaucoup la littérature, comme je vous disais avant, les séries, une influence quand même, enfin, beaucoup de sujets viennent de ça. Alors, c'est pas forcément une littérature dans laquelle je me plonge mais à fond, mais en tout cas que je peux survoler parfois, mais je vais trouver beaucoup d'inspiration là-dedans. Ouais. Est-ce qu'on pourrait brièvement replonger dans ton portfolio et notamment l'aspect corporate? Parce que quand on admire ton boulot, on voit tous ces reportages, ces documentaires que tu travailles et qui t'animent et que tu travailles sur des années et des années. Mais tu l'as mentionné à plusieurs reprises, il y a ton travail corporate également. Et comment, il me semble que tu as commencé ta carrière en tant que photographe dans la pub et la mode. Et puis petit à petit, tu as été vers les reportages et les documentaires. Mais comment la transition s'est passée et comment tu joues entre voilà, le corporate, l'éditorial, les commandes, les projets personnels, qui sont tous présents sur ton portfolio d'ailleurs? C'est très compliqué. En fait, encore aujourd'hui, c'est un vrai temps de réflexion. Je ne sais pas si c'est une bonne idée finalement d'avoir sur la même interface à la fois le travail corpo et à la fois le travail documentaire. Je me pose toujours cette question, surtout que ce travail corporate s'étoffe plus que le travail documentaire. Donc, on va se dire, finalement, il est plus corpo que docu. Donc, est-ce que ça me dessert? Donc, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Maintenant, de plus en plus d'agences de pub ou d'entreprises, enfin, souvent par l'entremise d'agences de pub, recherchent des écritures photographiques riches de storytelling, avec un storytelling fort. Donc, c'est également rassurant, paradoxalement, pour une entreprise de dire, ah ouais, il est capable, en fait, de faire un road trip autour de mon activité, puisqu'il le fait en docu. Voilà, donc c'est toujours une question. De la même manière, comment agencer son travail corporate, ça c'est quand il est dense. Moi, j'ai beaucoup de choses en corpo sur des grands groupes plutôt. Donc c'est assez compliqué pour moi. Alors là, récemment, c'est pas vieux, hein, récemment, j'ai décidé de scinder ça en voilà, les routes et les rails, des portraits, une partie building, énergie et services, c'est un peu des fourre-tout parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses pour des entreprises de BTP, des entreprises d'énergie et des entreprises de services. Je travaille beaucoup dans l'industrie et voilà. Donc, et Human, c'est ce qu'on appelle du portrait un peu in situ. C'est des personnes qui sont pris dans leur espace de travail un petit peu à la volée, ce qui plaît beaucoup aux entreprises. Donc, pour moi, c'est très compliqué d'agencer. Donc, c'est pas des folios. Là, pour le coup, c'est plutôt des best-of. Hein, c'est une sélection d'images dans chacune dans quelques missions que j'ai pu réaliser. Voilà. Ouais. C'est vraiment une démarche différente et qui reste pour moi assez complexe. J'ai plus de facilité à présenter mon travail documentaire que le travail corporate.
Ouais, donc c'est un vrai questionnement potentiellement de faire un autre portfolio. Alors il y a ça, ouais, faire un autre portfolio ailleurs. C'est vrai que les ambiances sont complètement différentes de ce qu'on voit en docu. Pourtant, c'est la même personne derrière. Donc ça peut être un peu déroutant. Mais ça, c'est alors par exemple mon usage de. J'ai commencé effectivement en faisant des lookbooks, du packshot, de la mode, etc. Et en fait, j'ai appris la lumière. Ah oui. J'ai appris la lumière de studio et j'ai commencé justement à pouvoir bosser en corpo parce que j'utilisais la lumière de studio. Et ça produisait quelque chose d'un peu plus léché, on va dire un peu à l'américaine. Et donc, j'ai commencé à bien développer mon activité corporate comme ça. Et c'est ce que je garde, en fait, cette écriture photo avec de la light, je le garde vraiment que pour le corpo. Et dans le docu, c'est que de la lumière naturelle. Donc, j'essaye, c'est également une manière de créer une rupture également entre les deux. Parce que j'ai envie que ce soit clair. Je fais les deux. Et voilà. Et j'imagine que tu es beaucoup plus identifié pour ton travail documentaire et que c'est ça, malgré tout, qui te donne des jobs, peut-être j'ai des bêtises, tu me corriges, du boulot en corpo. Et c'est le corpo qui te permet de payer tes documentaires. C'est une sorte de cercle vertueux, en fait. Le corpo me permet de payer, me permettait, parce que c'est un peu plus compliqué maintenant. Ah oui, ça reprend un peu, mais c'est quand même compliqué, je pense, pour tout le monde. Donc, le corpo m'aidait bien, surtout que je bossais beaucoup à l'étranger. Et là, c'est là où ça pêche en ce moment. Donc, et m'aidait bien justement pour financer. Alors, je pouvais obtenir une bourse il y a beaucoup de prix dans la photographie, donc comme le Mentor, etc., qui sont des bourses qui sont proposées aux photographes pour des projets, etc. Donc, je pouvais financer une partie de mes projets comme ça, mais principalement, c'était le déplacement, la réinjection de l'argent gagné dans le corpo qui allait servir mes productions documentaires. Puisque mon ADN, mon envie, c'est de poursuivre des travaux documentaires avec un maximum d'indépendance. C'est-à-dire de ne pas forcément solliciter des rédactions en amont pour faire les sujets. Et les parutions de ces documentaires m'offraient une visibilité dans la communauté, mais par contre, il y a une paroi opaque quand même entre les deux univers. Donc, c'est pas évident d'utiliser en fait cette visibilité pour le corporate. C'est pas du tout la même chose. À moins peut-être d'aller plus communiquer sur les réseaux LinkedIn, etc. Voilà. Mais que j'ai pas vraiment beaucoup développé. Mais tu démarches pour du corpo? Un peu. Ouais. Pas beaucoup. Je suis en phase d'essayer de relancer par rapport à mon folio qui est riche et rassurant sur l'industrie notamment. J'essaye de cibler d'autres entreprises. Ouais. Ouais, d'accord. Et t'as dit que mon énergie va beaucoup au docu. Donc c'est pour ça que je me contente beaucoup de ce que j'ai. Ouais. Et tu mentionnais tout à l'heure que tu faisais partie de l'agence Franz Lucas. Et en quoi ça consiste, cette collaboration? L'agence Franz Lucas, c'est une structure d'agence un peu plateforme, qui est une communauté de photographes qui est importante. C'est pour moi très enrichissant. Ça l'a été surtout beaucoup à mes débuts, parce que en gros, c'est une pépinière avec beaucoup d'idées, plein de choses, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs partagés. Donc, quand on apprend le métier de photojournalisme, c'est absolument génial de pouvoir rejoindre une agence. Il y a cette mise à disposition, bien sûr, de répertoires. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider lorsque vous avez vous répondez à un appel d'offres, comment deviser telle prestation. Ah oui, il y a une communauté, et je pense qu'elle est propre à chaque agence, qui est là pour vous aider. Donc, c'est une famille, enfin, et puis on se connaît beaucoup. Moi, là, j'ai beaucoup de potes qui sont là-dedans. C'est important. Ouais, c'est quelque chose que tu recommanderais à des personnes qui peut-être aimeraient devenir photographe professionnel? Un photographe professionnel, quand il commence à avoir un photographe émergent ou un photographe débutant qui veut faire de la photographie son gagne-pain, son métier et vivre de sa passion, il a, je pense, tout à fait intérêt assez rapidement à se rapprocher d'une agence. Elles sont nombreuses, hein. Il y en a beaucoup sur la place. Et il faut avoir un petit travail à montrer. Il faut avoir aussi des intentions.
Et puis voilà. Et après, ça passe. Les choses se font. Les choses se font. Mais enfin, moi, heureusement, je suis très content d'être passé par ce genre de structure qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur le marché de la photo, qui m'a mis en relation avec les rédactions, qui m'a permis de connecter avec les rédactions. Donc c'est vraiment très intéressant pour un photographe émergent. Ouais, merci pour ça. Ouais. Alors, si tu veux bien, on va passer à l'avant-dernière section de l'émission qui est les questions du public. Je pense qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Alors, allons un petit peu voir ça. Et quelles sont les questions qui sont le plus remontées? Cyril, tu peux regarder aussi les questions qui t'intéressent. Oh, je vous laisse. Ok. Alors, la plus populaire. Déjà, je ne vois pas j'ai pas la colonne à droite, c'est ça? À côté du chat, question. Et je pense que j'arrive pas à l'activer et je sais pas pourquoi. La question qui revient le plus, le plus été votée, c'est une question de Camille Eplin. Si la prise de photo est interdite, comment obtenir le droit de les publier? Ah, c'est une non-question. En fait, aujourd'hui, je crois que c'est quasiment interdit de faire tout le temps des photos. Tout est tellement verrouillé, c'est-à-dire que même pour un photographe de rue, moi je fais de la photo de rue aussi, donc on va vous dire non, vous n'avez pas le droit de faire des photos, j'ai fait de la photo de manif, bien entendu vous n'avez pas le droit de faire de la photo, et en fait, si vous n'enfoncez pas un peu des portes dans ce métier, effectivement vous ne faites pas de photos. Donc la publication de ces photographies, les rédactions peuvent se soucier de la manière je ne pense pas que ce soit au cœur des questions, en fait, que peut poser une rédaction sur un travail. Est-ce que tu avais le droit de faire ces photos? L'idée, c'est un travail journalistique. Donc, l'idée, c'est d'aller là où… alors, moi, je ne prends pas trop de risques sur mes sujets. C'est des sujets qui sont globalement plutôt marrants et décalés. Donc, je ne vais pas dans des endroits complexes. Mais ça reste quand même… L'idée, c'est quand même d'aller là où les autres ne vont pas. Donc, c'est souvent parce que c'est interdit. Voilà, donc il n'y a pas de souci de publication de ces photos-là, bien entendu. La seule chose, personnellement, c'est plus un problème éthique. À partir de… C'est une déontologie. C'est-à-dire que moi, je sais que je ne vais jamais chercher à diffuser des photos qui mettent en difficulté la personne que j'ai photographiée. Ça, c'est la base. Je me censure moi-même parfois, évidemment. The Naked Church, les naturistes, l'église naturiste aux États-Unis, ils sont très, excusez-moi, ils sont très emmerdés en fait par les puritains et donc ils subissent beaucoup de menaces, etc. Ils n'avaient pas trop envie en fait que ces images soient diffusées. Moi, je leur ai dit, de toute façon, vos images, elles ne partiront pas aux États-Unis. Voilà. Ah, c'est vrai? Genre, tu ne les envoies pas à des rédactions? Alors après, il y a des choses que je ne contrôle pas, mais globalement, j'ai jamais sollicité des rédactions américaines. Moi, par exemple, j'ai jamais envoyé ce folio des religions aux États-Unis. Oui. Voilà. Pour pas qu'ils se retrouvent, je sais pas moi, dans un journal qu'ils achètent, etc. Donc, et en gros, ce deal, ça a suffi déjà, c'était rassurant. Et voilà, donc moi j'ai fait, c'est pas un sacrifice, enfin c'est pas grave du tout, et c'est très bien. Je préfère, de toute façon, moi ça me permet de continuer à travailler dans ce pays-là, enfin quand on pourra y retourner. Ouais, oui. Mais voilà, donc c'est plutôt une position personnelle, de savoir est-ce que ça je donne ou est-ce que je donne pas. Ouais, j'imagine que l'aspect interdit rend la chose grisante aussi. Un peu comme le graphe, en fait, que tout le monde apprécie le graffiti, mais en vrai, c'est illégal. Mais en même temps, on l'expose dans les musées. Enfin, c'est un peu le sorte de dichotomie chelou. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Alors, on a une question de May Limou qui dit « Salut Cyril, dans quelle mesure tu t'autorises une opinion ou une partialité visible dans tes documentaires ?» Waouh. Ok. Donc c'est un peu une opposition image objective, image subjective. Moi, je pense que de toute façon, c'est forcément subjectif, puisque c'est moi derrière, avec mes influences, mes inspirations. J'essaye, je ne transforme pas la réalité. Ça reste ma perception de la réalité. Je la transforme pas. C'est-à-dire que je vais pas, justement, on en parlait techniquement, je vais pas aller utiliser Photoshop pour extraire un personnage, rajouter un truc dans la scène qui crée une dimension dramatique, ou recadrer sauvagement pour enlever quelque chose qui change le sens de l'image. Mmh. En fait, j'essaye de ne pas changer le sens de l'image, mais ma façon d'appréhender cette photo,
ma façon de faire cette image, forcément, va être une interprétation de la réalité. Donc, c'est purement subjectif. Et l'impartialité, je me demande même si elle peut exister en photographie. À partir du moment où vous mettez votre œil derrière un objectif et vous déclenchez à un moment précis, avec un cadre précis. Et donc, c'est vous, c'est de vous. Donc, c'est forcément subjectif. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose d'assez touchant dans ton travail aussi, par exemple, le livre In God We Trust. Il y a des sujets qui font réagir, qui font même sourire ou qui offusquent. Mais toi, on sent une vraie, même une tendresse, une certaine neutralité. Il y a une volonté empathique. Oui, voilà, c'est ça, l'empathie, c'est exactement ça. Ouais. En fait, évidemment, nous, Européens, la chose, et puis d'ailleurs, je l'ai vu dans les premières réactions quand le sujet, les différents reportages sont sortis, c'est les gens se marrent. Bah ouais, ils se marrent. En fait, ils sont fous, ces Américains. Oui, mais non, en fait, non. Enfin, c'est pas là où ça se pose, en fait. C'est interrogez-vous plutôt. Et l'idée du projet, c'était de faire sourire, peut-être, donc garder une distance. Mais il y a beaucoup d'images que j'ai pas sélectionnées parce qu'elles allaient être plus vulgaires en termes d'accès. Voilà. Et je voulais que ça fasse plus réfléchir sur une problématique ou pas, enfin, un état de fait, et pas du tout que ça fasse marrer. Donc, j'ai effectivement une distance empathique. Par exemple, un exemple tout simple, pendant la crucifixion dans le parc d'attractions à Holyland, qui, je le rappelle, maintenant est fermé à cause de la fraude fiscale, la plupart des personnes au moment de la crucifixion, c'est un comédien. C'est en fanfare et trompette, hein, c'est du péplum. Hein. On est dans un parc d'attractions. Les gens pleurent au moment de la crucifixion. Je n'ai jamais montré de photos des gens en train de pleurer. Voilà. Je suis resté derrière, distant, et j'ai fait des photos de dos qui d'ailleurs sont, à mon sens, étaient plus intéressantes visuellement, avec placer chacun à la bonne place dans l'image, etc. Pour bien avoir une sémiologie intéressante en termes de cadrage, tout ça. Et donc, je me suis toujours abstenu de pousser en fait sur les émotions. Voilà, je suis toujours resté distant un peu, essayer d'être neutre. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, mais ça reste subjectif quand même. C'est un choix. Carrément. Voilà. Alors, une toute dernière question. Tu es figé. Alors, donc c'est Quentin Laville qui pose la question. Est-ce que tu dirais que tu choisis consciemment tes sujets ou qu'ils s'imposent à toi? Oh, je les choisis consciemment. Douglas Kennedy, je lis son livre, je dis waouh, c'est génial. Et en fait, c'est une bonne idée. Je l'étudie en termes d'intérêt photographique. Est-ce que moi, j'aimerais lire un sujet qui parle de ça dans la presse? Si ce test passe, ce sujet va m'intéresser, je vais creuser, je vais développer, je vais voir s'il y a des failles, je vais voir si, bah oui, mais en fait, ça ne fonctionne pas vraiment, l'histoire n'est pas si intéressante, n'est pas si forte. Et voilà, donc c'est vraiment extrêmement conscient. J'espère, je pense qu'il y a le côté passionnel, il vient peut-être au début. Oui, je veux faire ce sujet pour défendre telle cause, etc. Mais c'est un petit peu dangereux. Moi, je sais que c'est très conscient, ma construction de sujet. Je choisis des sujets que j'aimerais lire, que j'aimerais voir, qui m'interpellent. Oui, du coup, tu les trouves dans la presse où tu lis et ça te donne des idées et tu planifies tes prochains mois ou comment voilà, tout à fait. Là, je structure. En ce moment, on est sur un projet avec ma compagne. On a une idée, on construit l'histoire. On a une gymnastique intellectuelle qui fait que les choses, c'est comme un puzzle qui prend un peu forme. On contacte des gens, on les appelle, on demande des rendez-vous. Voilà, et puis on dit tiens, il va nous falloir des images comme ça, il va nous falloir ça. C'est du storyboard presque, hein. Sauf qu'on n'a pas le contrôle de ce qu'on va prendre en photo. Mais donc on a une photo fantasmée, on a une histoire fantasmée, et après c'est ce qu'on va avoir dans le cadre qui va faire. Et ça prend combien de temps, du coup, de concevoir un projet, de publier, et promouvoir? C'est très variable. Par exemple, le dernier projet, on a travaillé ensemble sur des postiers dans les cirques de Mafate, donc un sujet documentaire court sur l'île de la Réunion. Ça nous a pris peut-être un mois et demi entre la réflexion dessus, contacter les gens, savoir si c'est possible, voir si on peut partir, parce qu'on l'a fait en pleine période Covid, voir si on peut partir. Et puis après, on l'a réalisé en quelques jours, le documentaire. Ce n'est pas un projet long court, ça c'était un projet court. Et puis là, le projet sur lequel on est en ce moment, c'est un projet sur plus d'1 an où on prend un rythme plus lent qui nous plaît aussi. On a le temps de la réflexion, on ne montre pas d'image.
on réfléchit, on explore différentes pistes, on contacte des gens, on prend des rendez-vous. Voilà. Et pour après, ensuite, une fois que vous avez fait le projet, combien de temps ça te prend pour voilà, le promouvoir sur ton... Enfin, en tout cas, le mettre en page, l'intégrer une fois qu'on a ramené toutes les images, on confronte nos images tous les deux, et puis on choisit ce qui semble être le mieux. Ça prend beaucoup de temps, et puis on revient dessus. On laisse reposer, une semaine, on laisse reposer 2 semaines, on revient dessus, on avance, des fois on en a marre, on ne veut plus aller voir ces photos, et puis il faut plus de temps, mais entre la fin d'un projet et son hypothétique diffusion sur un médium, je ne sais pas, presse, parce que c'est quand même le but de la manœuvre, c'est d'aller toucher des rédactions, il faut bien compter quelques mois, 3-4 mois, peut-être un peu plus parfois. Ouais, c'est vrai que la maturation est importante. Ouais, oui, tout à fait. Oui, surtout pour la photo. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Et puis après, il faut développer aussi le rédactionnel autour. Il faut écrire, il faut les légender, il faut voilà. Donc c'est un peu de temps. Très bien. Ouais, on a perdu Jérémy. Je pense qu'il a perdu sa connexion. On va passer peut-être à la petite conclusion sur les. Si tu pouvais donner tes trois conseils. Oh là là, mon Dieu. Pour l'auditoire, mais tu peux les lire si tu veux. J'ai rien à lire non plus. J'ai rien à lire du tout. Je dirais, moi, je sais qu'il faut que je me force à être. Enfin, il faut être curieux. Dans ma partie, il faut que je stimule ma curiosité. Il faut que donc, je suis en veille permanente. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Enfin, s'il y a un conseil à donner, c'est être curieux si on veut faire ce métier. Donc, tenter plein de canaux différents pour trouver des choses. Après, résister un peu mais c'est assez nouveau chez moi, je sais pas si résister un petit peu à la douce musique des réseaux sociaux et donc moi je sais que j'ai besoin d'être maintenant un petit peu en distance et pas tout de suite dispenser son travail, plutôt attendre que les choses arrivent à maturité. Donc être curieux, acheter des livres photos et chercher des influences, faire des expos plutôt qu'acheter du matériel. Voilà. Voilà, aller faire des expositions, aller voir, changer de médium, intéressez-vous à la peinture, intéressez-vous à tout ce qui peut nourrir votre créativité, qui peut être à l'origine d'une nouvelle inspiration. Et donc ça va un peu avec ne pas s'endormir, j'imagine. Voilà. C'est toujours être faut être toujours stimulé la créativité. Essayer d'être en veille, ouais, c'est ça. Exactement. Jérémy est parmi nous à nouveau. Ouais, la vraie, j'ai perte de connexion, le Wi-Fi qui s'est coupé. Je suis sur mon téléphone, enfin, je suis sur connexion partagée. C'est bien, ça marche aussi. Bon. T'inquiète, on a bien avancé et du coup, on est en train de finaliser de conclure avec les conseils. Ouais, c'est ça, ouais. Les tips. Toujours essayer de s'améliorer. C'est difficile de donner des. Voilà. Puis voilà, c'est se remettre en question, être curieux, se remettre en question et aller chercher de l'inspi partout. Carrément, ça vaut pour tout le monde, pour toutes les disciplines. Effectivement, tout à fait. Voilà. Bon, merci beaucoup Cyril. C'était hyper inspirant, j'ai découvert des photographes. Merci. Moi aussi. Merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup. On a été trop vite là. Donc, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la 6e édition de M'as-tu vu, jeudi 27, avec Marine Rouy-Leduc, designer spécialisée en UX UI. Je vais peut-être laisser Pauline dire 2-3 mots, tu la connais plus que moi. Oui, Marine, je ne sais pas si elle est là, mais donc elle a fondé le studio Meaningful, qui est un studio de création, d'objets interactifs, de services interactifs. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que en fait, elle crée des expériences, elle travaille aussi sur des interfaces. Donc, c'est son portfolio, vous verrez, enfin leur portfolio est aussi composé de projets comme de projets de formation, des talks, en fait tout ce qu'ils font pour tout ce qu'ils réalisent pour mettre en avant leur vision sur le design, parce qu'ils ont une vraie vision. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que par rapport aux personnes qu'on a vues avant, c'est vrai que c'est plus sur le travail.
Et là, on va voir sur toutes les activités en fait, du studio qui mettent en avant leur travail. Voilà, et du coup, c'est des UX, donc du coup, ça pourrait intéresser une bonne partie de l'auditoire. Ils ne font pas que de l'interface, voilà, des objets et des livres et plein de choses. Enfin, bref. La papeterie. Ouais, la papeterie, donc c'est aussi intéressant de voir comment on peut s'ouvrir à d'autres objets qu'on peut expérimenter. Ouais. Voilà. Du coup, merci énormément Cyril, merci Pauline du laptop, l'équipe d'Adobe, et merci à vous tous qui avez suivi l'émission. Vous pouvez également suivre Cyril sur Instagram, aller voir son site internet pour aller fouiller tout ce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir et approfondir son univers. Je vais y arriver. Et puis voilà, Adobe ou le laptop au sens créatif sur les réseaux. On vous souhaite un bon appétit et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Encore merci Cyril. Et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Allez, bonne bye. Allez.